Et comment ça va les amis? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pourquoi? Pour l'avant-match. L'avant-match de l'Olympique de Marseille contre le Ajax d'Amsterdam. Ça se dit pas mais je le dis. En tout cas pour cette Ligue des Champions, la deuxième journée où l'OM doit absolument gagner des points. Et ces matchs-là, on doit les gagner au Vélodrome. On le sait très bien depuis l'année 2025. L'OM est l'une des équipes les meilleures en Europe en termes de buts marqués au Vélodrome. On est même devant le Barça, devant le Bayern. Mais cette fois, il faut être devant l'Ajax. Pour ce match-là, il faut les 3 points absolument. On a vécu une belle semaine avec la victoire contre Paris, contre Strasbourg. Malheureusement, mon débrief n'est pas passé. Alors, je vous ai expliqué vite fait dans un post sur YouTube que ça n'est pas passé. Mais là, je vous détaille un petit peu plus la chose. C'est par rapport à la technologie, on va dire. La technologie qui me fait chier, on va dire, pour être gentil. Allez, on va enchaîner. On y va tout de suite sur l'introduction. Et après, on va voir l'invité qui va se présenter. Let's go, cacao pour l'intro. Et voilà, nous sommes pas seuls, nous sommes avec Raph qui va se présenter. Alors, qui es-tu, mon cher Raph? Alors, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Raphaël. Raph, bon, franchement, vous pouvez m'appeler Raph directement. Du coup, je représente aujourd'hui la petite communauté francophone de l'Ajax. Bon, j'ai pas la prétention de représenter tout le monde, mais voilà, j'ai 21 ans. Je suis supporter de mon équipe depuis maintenant une bonne décennie en vrai. En 2014, j'étais tout petit, mais j'étais déjà un fin supporter qui s'est aguerri avec le temps. Et aujourd'hui, je suis sur Twitter. J'essaye de suivre mon club au quotidien. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire mon mieux pour pouvoir présenter ce match qui me fait peur, qui nous fait peur à tous. Moi, comme la communauté de l'Ajax française, avec le compte Ajax Hexagone que je représente aujourd'hui. Je passe le bonjour à tout le monde, et notamment à Mathéo, à Coco, à Dieudonné et à Yanis, qui sont les 4 personnes avec qui je parle le plus sur la communauté, mais je parle aussi à d'autres et je les embrasse tous. Mais donc voilà, aujourd'hui, je vais essayer de faire mon mieux pour parler à la communauté marseillaise et aussi de représenter et de parler avec les petits Ajacides qui vont peut-être m'écouter. On n'est pas beaucoup, mais j'espère qu'ils m'écouteront avec l'oreille la plus attentive. Il y en a beaucoup dans le monde des supporters de l'Ajax, les fans de l'Ajax, des anciens, voilà, des années 70, des années 90, avec la fameuse équipe, avec Kluivert en attaque, avec Litmanen et les autres joueurs que ça me donne des souvenirs un petit peu de ces périodes-là où ils avaient gagné contre la Juve, si je me trompe pas en finale. Contre Milan, ouais. Contre Milan. Ah, c'était pas la même équipe. Mais c'est pas grave. Et ils avaient perdu contre la Juve en finale. L'année d'après, ouais. Et c'est qui marque? C'est Kluivert 85e en 95, ouais. Non mais qui c'est qui marque contre l'Ajax? C'est pas Ravanelli? La Juve. Ouais. C'est possible que ce soit Ravanelli. Mais là, je me pose une colle parce que moi, j'étais pas né encore. Ah bon, c'est pas grave. Pour ceux qui sont là à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me dire qui a marqué lors de la finale gagnée de la Juve face à l'Ajax. On va pas partir sur les années 30, 40, 50, 70, 90. On va rester concentré sur cette rencontre-là. Donc voilà. Est-ce que tu as un projet sur YouTube, sur Twitch, sur peu importe les réseaux? Est-ce que tu veux créer quelque chose de particulier au point de vue Ajax ou autre? Non? Non, pour l'instant, pas vraiment. Tout ce que je fais, moi, je m'intéresse énormément à la formation. On a la chance avec l'Ajax d'avoir un gros centre de formation et du coup, je m'intéresse énormément aux catégories jeunes que j'essaye avec le compte Ajax Hexagone qui me permet de faire souvent des trades sur Twitter où on revient sur des gros talents. Je reviens souvent là-dessus. Là, par exemple, j'ai mis Rots en vidéo, mais je reviens sur pas mal de choses et moi, c'est surtout la formation qui m'intéresse, mais ça restera assez underground, on va dire. Et c'est pour ça aussi que la rencontre contre Marseille est intéressante, c'est qu'il y a aussi le match en Youth League qui aura lieu et je suis les deux, donc j'espère que celui-là on va le gagner. C'est peu probable qu'on gagne l'autre, donc au moins la Youth League qu'on le remporte. Vous avez gagné le premier match en Youth League? Je n'ai pas fait attention à votre résultat. On a fait nul contre l'Inter. On a fait un match très intéressant. Nous on n'a pas eu de chance. Nous on n'a eu pas de chance que ce soit au match contre les vrais madrilènes, je veux dire les A, avec les pénaltys, et contre les jeunes c'était la même chose. Sur pénalty on perd le match. Et en plus de ça on menait 2 fois au score. Donc c'était compliqué.
On va partir sur le côté sportif maintenant. Donc trêve de bavardage avec ta présentation, ça suffit, ça suffit. Et on y va tout de suite avec tout d'abord une petite actualité. Voilà, le trophée des champions entre l'Olympique de Marseille et le PSG se jouera au Koweït. Donc le 8 janvier prochain, voilà l'anniversaire de mon fils en plus, du côté du Koweït. Voilà, c'est particulier, c'est vraiment très très loin. Bientôt ils vont jouer à l'Alaska ou je sais pas où, mais en tout cas ça va se passer là-bas le 8 janvier prochain. Il y aura des absences du côté marseillais, du côté parisien, il y aura juste Hakimi je pense pour la Coupe d'Afrique des Nations, et du côté de l'OM il y aura sûrement 3-4 absents par rapport à cette CAN qui aura lieu dans cette période. Du côté des supporters qui se sont déplacés à plus de 800 à Strasbourg, à la Méno, ils ont donné de la voix, on les a entendus plusieurs fois dans le match. Alors bien sûr on entendait plus les Strasbourgeois parce qu'il y a plus de monde qui sont pour Strasbourg dans leur stade, mais ils ont donné de la voix, ils ont donné de la ferveur, ils ont donné de la force jusqu'à la fin de rencontre pour cette victoire au forceps, au mental, cette victoire dans le dernier quart d'heure obtenue par nos Olympiens préférés avec les entrées d'Aubameyang, les entrées d'Emerson, de Greenwood, de Vaz et de Pavard qui sentent pour la tête de Vaz et le but de Murillo. Donc cette belle victoire obtenue au forceps, malheureusement que je peux pas vous poster comme je vous l'ai déjà dit, et ben elle est obtenue grâce à ces supporters que j'envoie plein de force, comme ceux qui seront au Vélodrome pour leur retour en Ligue des Champions. Et oui, parce que c'est le retour en Ligue des Champions au Vélodrome. On avait joué à l'extérieur à Madrid, cette fois c'est au Vélodrome avec 64 000 qui sont attendus dans l'antre et dans le volcan du Vélodrome et 1850 places qui restent actuellement. Il n'y aura pas malheureusement d'Ajaxite, c'est ça qu'on dit, de supporters de l'Ajax. Et je vais te demander, tiens, ton avis justement sur ce côté-là, supporterisme de l'Olympique de Marseille, et aussi niveau sportif, ce que tu en penses de cette saison de l'Olympique de Marseille. Alors mon avis sur les supporters marseillais, il est simple, hein, je pourrais dire parmi les meilleurs supporters en Europe, mais c'est les meilleurs en vrai. C'est moi-même qui pourtant est un club avec des supporters incroyables. Hein. À l'Ajax, ouais. On a un public à la Johan Cruyff Arena qui envoie du lourd, et surtout sur les soirées européennes. Mais Marseille, c'est complètement dingue. Et je pense que de toute façon, il y a personne dans les commentaires qui me dira bah non, lui il dit n'importe quoi. Bien entendu, c'est franchement oui. Marseille, c'est complètement dingue et c'est à la fois incroyable et ça, en fait, là, j'ai hâte de jouer, mais en même temps, forcément, c'est beaucoup d'appréhension parce qu'il va falloir assumer face à un tel public et ça fait peur. Et après, du coup, sur la saison, qu'est-ce que je pense de la saison de Marseille pour l'instant? Moi, j'ai pas mal suivi le mercato. C'est vrai que j'ai vu l'arrivée de Igor Paixão que je connais bien puisque il joue à Feyenoord et qu'on l'a beaucoup affronté et comment il nous a fait du mal. La plupart des fois, on l'a affronté. Donc ça ce sera le petit retour d'un ancien qui nous connaît bien mais pas que pour les bonnes raisons. Rouli on a eu chez nous, donc que je connais bien aussi. Après pour suivre la Ligue 1 et pour suivre le foot en général, tous les joueurs je les connais et c'est d'ailleurs l'analyse que je m'étais faite dans la tête au moment de regarder tout l'effectif de Marseille. C'est qu'il y a beaucoup de très bonnes individualités, c'est un effectif qui fait rêver, hein. Franchement il y a beaucoup de très très bons joueurs. On voit la compo, on se dit ah ouais, là il y a du lourd en face. Donc forcément, dès le début de saison, je m'attendais et je pense que les supporters marseillais aussi, à beaucoup. Les premières semaines, c'était un petit peu en dents de scie, mais là on sent que ça commence à prendre énormément en rythme. Marseille, le Real, Strasbourg qui s'enchaînent et qui se passent bien, même si Madrid ça a été malheureux, mais quand même la physionomie est super. Donc Marseille est sérieux et peut franchement ambitionner de faire beaucoup contre nous. Et nous on a beaucoup d'appréhension malheureusement parce que on n'est pas terrible et Marseille semble pouvoir nous faire beaucoup de mal. D'accord. Ok. Donc là tu as dit, tu as fait un petit peu tu as dit Marseille, Strasbourg, le Real. En fait c'était Paris. Oui, pardon, excuse-moi. Mais c'est pas grave, on avait tous compris. Mais oui, on est tous d'accord avec toi sur le côté supporterisme. Le côté sportif, c'est sûr, on a une belle équipe, c'est vrai. D'ailleurs, je préparais une vidéo, mais malheureusement, avec mon problème de souris, je suis obligé de restreindre sur le contenu. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir, hein, le vrai contenu va revenir. Et je voulais faire justement un contenu sur la quantité et la qualité de l'effectif. Voilà, parce que c'est vrai, on n'en parle peut-être pas assez en début de saison, mais on a beaucoup de joueurs de bonne qualité. Et ce n'est pas comme avant où on avait des joueurs en quantité, mais c'était vraiment des joueurs qui étaient presque de niveau Ligue 2 pratiquement sur le banc ou pas loin, tu vois. Là, c'est vraiment, on a un joueur sur le banc qui ne joue pas, c'est Vermeuren, et qui est pourtant un joueur de qualité, qui est en sélection belge. Il n'a pas encore joué pratiquement. On a des joueurs qui n'étaient pas rentrés lors du dernier match, je ne me rappelle plus lesquels, mais vous voyez, on a fait une rotation. Et là, sur ce match-là contre Strasbourg, c'est pareil.
pareil. Il y avait Greenwood sur le banc, il rentre en fin de match. Il y avait Aubameyang sur le banc, il rentre en fin de match. Tu vois, c'est quand même assez en quantité, en qualité. Donc sur le côté ambition et exigence de l'OM, on le sait très bien, nous on vise le podium. Mais toi, tu les vois viser quoi? Tu les vois atteindre quoi? Est-ce que tu les vois vraiment lutter pour le titre et en Ligue des Champions faire quelque chose de bien ou pas? Je parle de l'OM. Hein. Viser le titre, bon, bah, avec la forme parisienne, c'est toujours compliqué. En tout cas, je ne vois pas comment Marseille ne peut pas et ne doit pas faire autre chose qu'un podium et même voir une deuxième place. Parce que pour moi, ouais, c'est avec un tel effectif et avec ce qui vient d'être fait sur la dernière semaine, là, oui, franchement, il faut viser au moins ça. Et après, en Ligue des Champions, bah, ouais, ça peut faire. Moi, je m'attends à quand même une belle aventure. Si l'Ajax fait pas grand-chose, et je m'attends pas forcément à énormément de notre part, à mon avis, il y aura déjà un bon rythme européen avec ce qui s'est passé avant contre le Real. Donc, il y a moyen d'aller faire une belle aventure. Après, très loin, je ne sais pas, mais au moins au-delà des 8 premiers matchs. D'accord, ok. Donc, c'est-à-dire, soit un barrage, déjà, ça serait déjà. Franchement, moi je te le dis, hein, pour qui suis olympien, qui suis supporter de l'OM, et moi, tu me dis, on sort de cette poule-là, on tombe en barrage. Après, cela dépend contre qui, si on se fait éliminer. J'accepterai, je dirais, bon, écoute, voilà, c'est la première année, on revient, ça fait longtemps qu'on n'était pas en Champions League et ça fait un moment qu'on n'a pas affronté des équipes de ce niveau-là. Donc, autant, je dirais, bah écoute, c'est bon, on prend ça, l'année prochaine, on fera mieux. Voilà, si on fait que 16e, on fera 8e ou quart de finale l'année prochaine et on montera crescendo. Mais je suis de ton avis. Et pour l'Ajax, bah, tu vas m'en parler puisqu'on va partir maintenant sur l'affrontement, le bilan équilibré entre les deux équipes. Il y a eu 8 matchs dans l'histoire sur ce bilan des confrontations avec des matchs en Ligue des Champions, en Coupe des Coupes, en UEFA, en Europa League. Et c'est le dernier match qu'on a vu, tu as vu de ton côté en 2023 avec le retourné qu'on voit en bas d'Aubameyang. Tu n'as pas vu le match à l'époque de Cruyff face à Magnusson, face à... Alors je crois que c'est le défenseur Bernard Bosquier, je pense, de dos qu'on voit là, avec un bilan très équilibré. 3 victoires pour l'OM, 3 victoires pour l'Ajax, 2 matchs nuls, 15 buts marqués pour l'OM, 18 buts marqués pour l'Ajax. Avec ces matchs contre Cruyff, on s'était pris 2 branlés, bien sûr. Et ce dernier match, c'était un match prolifique, 4 buts à 3. Le match d'avant, du côté de la Johan Cruyff Arena, c'était un 3 buts partout. Donc tu t'en souviens de ces matchs-là? Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Je vais me souvenir d'un match qui était super intéressant et en termes d'ambiance qui était énorme, mais beaucoup de buts, prolifiques. Donc forcément, en tant que fan de foot, voilà, c'était hyper agréable à regarder, mais quand même anxiogène, hein, franchement, parce que on sentait que c'était 2 équipes qui n'étaient pas forcément ultra bien structurées. C'était défensivement, c'était un calvaire à voir, mais qui était au niveau de l'animation offensive, c'était quand même très plaisant. On était en pleine crise à ce moment-là, et au final, bon, faire 3-3 et 4-3, je me souviens, j'ai le bon souvenir, c'était des défaites qui étaient pas agréables, mais c'est des belles défaites, parce que c'est des super matchs dans des ambiances de dingue, au Vélodrome, c'était fou. Mais ouais, cette saison a été compliquée, cette saison-là où on joue contre l'OM, elle a été très dure, donc j'en garde pas un souvenir merveilleux, mais ces 2 matchs-là, ils sont très marquants. Ouais. Donc tu étais en crise, on était en crise. Hein. Je te le cache pas, avec tous les coachs qui sont passés, à dire Marcelino, Gattuso, Gasset et Bardonado. Donc tu vois, on a eu du mouvement aussi. Et c'est vrai que le côté défensif, c'était vraiment un bas qui blesse. L'année dernière, c'était un bas qui blesse déjà, alors qu'on termine 2e avec 2 Zerbi. Et cette année, on a l'air d'être renforcé. On va en parler tout à l'heure de ce côté défensif. Maintenant, tu vas me parler un petit peu de ton équipe en général, avec le mercato, avec le coach, ce que tu en penses du coach et son avenir, pourquoi pas. Donc les arrivées, les départs, tu peux me résumer tout ça et je te montre à l'écran, je vous montre tous à l'écran ce qu'il y a comme arrivée. Par exemple, vous voyez avec Gluck, Moreau, est-ce que tu peux m'en parler? Ce qui vous manque aussi dans l'effectif? Pas de souci. Alors du coup, on peut déjà commencer avec ce qu'on voit sur la droite avec John Heitinga, qui est du coup le nouveau coach, ancienne gloire de l'Ajax en tant que joueur, qui a été un très bon joueur aussi pour la sélection néerlandaise, qui avait entraîné l'Ajax il y a 2 ans après un intérim, enfin pendant un intérim, et qui était du coup parti devenir adjoint sous Arne Slot à Liverpool, et qui du coup est revenu après son année à Liverpool et le titre de Première Ligue. Et donc il suit après Francesco Farioli, qui a fait une très belle année malgré que le titre n'a pas été gagné l'an dernier. Farioli qui n'a pas été qui n'a pas suivi sur cette année, qui est parti à Porto. Donc voilà, pas forcément quelque chose que je trouve très positif, parce que j'aurais aimé qu'on continue avec Farioli, parce que je pense que c'était lui l'homme de la situation, comme beaucoup à l'Ajax le pensent. Et Heitinga, qui malgré sa réputation de
il a fait toutes ses gammes en tant qu'entraîneur à l'Ajax. Il a été avant coach dans les catégories jeunes. C'est quelqu'un qu'on respecte. Pour autant, je pense que voilà, c'est pas celui qu'il nous faut. Et je pense que dans quelques semaines, si ce n'est avant, en tout cas, j'espère d'ici quelques mois, pitié, que ça ne sera plus lui et ce sera quelqu'un d'autre. Mais donc, pour revenir aux joueurs, parce que voilà, c'est pas tout. Il y a aussi beaucoup de changements au niveau des joueurs. Il y a eu un mercato assez conséquent. Du coup, on voit la plus grosse arrivée, je dirais, ça sera soit Oscar Gluck, soit Kasper Dolberg, le retour. Oscar Gluck, du coup, joueur très intéressant qu'on allait chercher à Salzbourg. Dolberg, qu'on a récupéré dans Anderlecht. Raúl Muro, qui est un ailier espagnol qui joue à Valladolid. Et Itakura, quand même aussi, central très intéressant, un japonais qu'on allait chercher à Gladbach. Et donc, voilà, ça, c'est dans les gros. Après, un joueur peut-être moins connu, mais qui devient pour l'instant une valeur sûre de notre effectif, c'est Vite Jaros, un Tchèque qui était à Liverpool, un gardien qu'on a très peu vu à Liverpool, mais qui pour l'instant est le titulaire en force à l'Ajax et qui franchement a un niveau tout à fait convenable. C'est pas du tout sur lui qu'on va s'attarder sur les petites problématiques. Et après, bon, si on doit, je pourrais citer James McConnell qu'on a pris aussi en prêt de Liverpool, mais bon, on risque pas forcément de le voir contre Marseille, donc c'est pas forcément hyper intéressant. D'accord. Et par contre, c'est plus au niveau des départs où il y a eu énormément de changements, et là où on peut en parler avec Jurel Hato qui a signé à Chelsea, Brobbey qui est parti à Sunderland, Carlos Sorbs qui est parti à Bruges. Je vois Bertrand Traoré qui est lui aussi parti à Sunderland. Borna Sosa, on ne le voyait déjà plus beaucoup, mais il est parti aussi. Tiens, une petite question, excuse-moi, je te coupe. Excuse-moi, je te coupe. Dis-moi. Borna Sosa, c'était un joueur qui était quand même de qualité. C'est le Croate, j'imagine bien, arrière gauche. Très bon, il a été même très bon pendant le mondial, il me semble. Il a été pas mal, non? Il arrive en tant que latéral de Stuttgart avec cette capacité de centre assez dingue et tout, donc on se dit bon bah là on va avoir beaucoup de choses qui vont se passer sur le côté gauche. On l'a très peu vu à l'œuvre, franchement. Malheureusement il a pas fait grand chose. On peut aussi lui dire que voilà, il y a des circonstances atténuantes avec la tendance sportive dans laquelle il a été. Son passage était pas forcément remarqué parce qu'il n'était pas avec des mecs qui ont pu le faire briller énormément, mais il a pas marqué le club de son empreinte. Après, au niveau des autres départs, si tu descends un peu plus dans tout ce qui est libre, voilà, c'est le départ de Jordan Henderson qui était notre capitaine sur la fin de saison, qui lui du coup est parti à Sunderland également. Beaucoup de joueurs qui sont partis à Sunderland. Il a Brentford, il y a marqué là. Il y a Brentford. Brentford, excuse-moi. Oui, non, c'est pas grave. Il est en Angleterre, c'est pas grave. Il a fait une passe D, du coup, c'était Igor Thiago qui a mis un but énorme en plus hier. Donc oui, non, je me trompe, c'est Brentford, mais qui est parti en première ligue en tout cas. Il est parti, oui. Akpom. Il est parti. Chouba Akpom qui voilà, est reparti également. Et Mathéus qui était notre premier gardien sur la fin de saison l'an dernier, qui est reparti à Braga. Donc voilà, énormément de turnover par rapport à l'année dernière, mais pas forcément que pour du positif. C'est une reconstruction comme on en voit normalement tous les ans à l'Ajax, parce que forcément, il y a ce côté club tremplin avec la situation du championnat néerlandais qui fait qu'on forme des talents et on va chercher dans les plus petits championnats pour créer, pour former et ensuite que ça parte dans le top 5. Mais parfois, on arrive quand même, malgré ces turnovers constants, à créer une continuité sur les années. Là, depuis 2022, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Donc c'est compliqué, vous avez perdu quand même pas mal de joueurs, c'est pas mal de joueurs importants, on va dire, dans votre effectif. Et qu'est-ce qui te manque vraiment dans un secteur particulier? Un attaquant, un ailier, il y a quoi qui vous manque dans votre effectif? Vraiment pour être plus complet. En soi, au mercato, il y a eu des trous qui ont été comblés de manière générale. En fait, si on regarde l'effectif, voilà, il n'y a pas forcément un manque particulier, mais c'est plus un manque de niveau qui fait qu'on a l'impression qu'il y a des manques. Parce que si on prend par exemple le poste de latéral gauche, on a Owen Wijndal qui va être ensuite complété avec un joueur comme Yuri Bas qui peut aussi être à gauche, ou ensuite ça va dépanner avec par exemple Yurti Mokyo qui ne serait pas à son poste, il était latéral gauche mais qui pourrait jouer latéral gauche, ou Lucas Rosa qui est plutôt latéral droit et qui passerait latéral gauche. Bon, voilà, il y a des joueurs. Maintenant, sur la qualité en elle-même, je trouve ça très limité et c'est pas suffisant. Un mec comme Owen Wijndal devrait être deuxième option, voire troisième, et il se retrouve titulaire. D'accord, ok. Ouais, c'est pas vraiment encore assez complet et en quantité et en qualité. C'est pas comme nous de notre côté. Je suis désolé de le dire en faisant la comparaison. Nous, franchement, on a monté de niveau. Vous allez baisser de niveau, j'ai l'impression. Voilà. Oui, exactement. Ouais. Il y a un gros contraste là. Là-dessus, il y a un gros contraste.
Alors maintenant, on a vu le mercato. Maintenant, on va voir votre côté sportif sur le terrain, ce qu'il en a été de ce début de saison. On parle pas de la pré-saison avec là, il y a un match contre Monaco, c'était un 2 buts partout le 3 août. Donc vous avez commencé votre saison contre Telstar. Je crois que c'était un club roumain, moi de base. Peux-tu nous parler un petit peu de votre début de saison, ce qui a bien été, ce qui n'a pas été. Vous êtes invaincu en Eredivisie, tu m'as dit ça tout à l'heure, et vous avez perdu contre contre l'Inter, pardon, en Champions League. Donc est-ce que tu peux nous en dire un mot de ce début de saison? Alors oui, complètement. Alors justement, un début de saison qui, comme ça, purement visuellement, si on ne suit pas ce qui s'est passé, paraît convenable parce qu'on se dit, invaincu en Eredivisie, ça passe. Dans le contenu, c'est très mauvais. Franchement, il y a peu de choses en étant supporter de l'Ajax et en ayant vu ce qu'on est capable de faire sur certaines saisons, il y a pas grand chose à dire. Là, par exemple, si j'ai juste à regarder contre Go Ahead Eagles, par exemple, contre Volendam, ou ce qui s'est passé hier contre Breda, malgré une victoire, c'est très très limité. En fait, ce qu'on a fait, c'est le minimum syndical, et du coup, on se dit, ouais, mais vous n'avez pas perdu, c'est plutôt positif. Moi, je trouve que ça n'est pas du tout au niveau de ce qu'on devrait pouvoir faire. La défaite contre l'Inter, du coup, le prouve, parce que moi, quand j'ai vu le match contre l'Inter, il y avait ce sentiment ils ont même pas forcément forcé. D'accord. Je nous ai trouvé franchement inoffensif. Il y a une situation de Mika Ross qui certes aurait pu mettre un 0 et ça se trouve ça aurait pu changer complètement le match, mais on n'a pas montré grand chose. La seule satisfaction depuis le début de saison, c'est contre le PSV. Du coup, il y a la semaine dernière, le dimanche, où on fait 2-2 et on fait de la 35e à la 65e, donc c'est pour dire à quel point ça reste court sur tout un début de saison. On fait un match qui est très intéressant, j'ai trouvé, avec tactiquement et techniquement, c'était bien mieux, mais 35 minutes sur un début de saison où là on arrive début octobre, c'est pas assez. C'est pas encore lancé votre saison, il faudra peut-être un match référence. Et attention, les surprises arrivent dans le football. J'ai envie de dire, les amis, il faut rester humble. Nous, Marseillais, il faut qu'on reste humble. On le sait très bien. Dans le passé, on a gagné sous l'ère Tudor. Je sais pas si tu te souviens, c'est cette période-là où on avait gagné contre Paris en Coupe de France et on perd juste après contre Annecy. Donc, faut se souvenir de ces périodes-là. On a gagné contre Paris là la semaine dernière, je veux dire parce qu'on est pratiquement la semaine dernière, et on a gagné contre Strasbourg. C'est bien. Maintenant, il faut enchaîner contre l'Ajax. Il faut enchaîner. Il faut enchaîner après contre Metz. Après, il y aura le repos. Après, on reviendra. On enchaînera contre le Havre, contre les autres derrière, même contre Newcastle, Liverpool. Il faut enchaîner contre tout le monde. Ok? Voilà, donc là c'est votre début de saison qui n'a pas été dans le jeu comme tu l'as dit. Il y a eu juste une petite période pendant le match contre Eindhoven. On a vu l'écart de niveau entre vous et l'Inter, de ce que tu m'as dit. Donc c'est vraiment ça que tu mets en avant. C'est par rapport à votre effectif. De toute façon, tu peux résumer ça à ton effectif qui manque de qualité. Et si t'as pas la qualité sur le terrain, au bout d'un moment, quand tu as une équipe de l'Inter face à toi, forcément tu le vois tout de suite. Ça se voit. Voilà. Du côté de l'Eredivisie, vous êtes quand même 3e au classement. Vous êtes invaincu, 4 victoires, 3 nuls. Bon, voilà, il y a 3 nuls, ça devrait être un peu moins quand même, parce que le match du contre Go Eagles, ça devrait être une victoire, logiquement, c'est ça? Si je me trompe pas. Volendam encore plus. Volendam aussi. Et donc vous devriez être à la même hauteur qu'un Feyenoord, par exemple, qui a gagné tout à l'heure. Tout à l'heure, on regardait et ils menaient au score, ils ont gagné, alors apparemment, c'est ce que je vois. Donc vous êtes à 4 points de la première place, c'est pas encore rédhibitoire. Vous êtes à une place qui est honorable, 3e, je pense, non? Ou alors vous préférez les 2 premières places, c'est ça? Nous, c'est toujours le top 2, enfin même toujours le top 1 qui est visé. Et surtout, le but, c'est de ne pas finir derrière Feyenoord et devant le PSV. Donc là, là, pour l'instant, déjà, c'est manqué. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est que là, pour les possibles suiveurs de l'Eredivisie qui regarderont cette vidéo, savent que cette année, le championnat est à un niveau assez étonnant. Franchement, c'est très très faible. C'est bien plus faible que les années d'avant. Donc en fait, être derrière ce Feyenoord là et derrière ce PSV là, c'est pas forcément, c'est encore moins un compliment, quoi. Parce que s'ils étaient encore très forts et que nous on était un peu en dessous, on pourrait se dire oui, mais en même temps c'est très fort au-dessus, mais c'est même pas le cas. Donc franchement, c'est de manière générale, le championnat est un peu à l'image de l'Ajax, mais quand même, Feyenoord et le PSV font mieux, donc c'est pas assez. Il faudra faire mieux. Il faudra faire mieux. Alors, il faudra faire mieux, peut-être avec des joueurs comme Kasper Dolberg. Non, il est blessé. Voilà, c'était juste pour montrer les blessés. Dolberg est blessé, Van den Bomen n'est pas là non plus, blessé au dos. Et tu m'avais dit qu'il y avait un autre joueur, c'est Bass, je crois, non, c'est ça? Oui, c'est Yuri Bass qui a été absent contre Breda hier, mais qui pour moi peut revenir dans la compo contre Marseille. Je pense que c'était surtout une gestion, un souci de gestion pour le préserver, mais on reste quand même en alerte.
Donc du côté de l'OM, on a 3 absents, Bakola, Kondogbia et Traoré. On aura l'annonce officielle de De Zerbi demain en conférence de presse. Comme toi de ton côté, la conférence de presse aura lieu demain. Voilà, on est dimanche, à l'heure où on vous tourne la vidéo, on peut pas être devin. Donc pour l'instant, en absence du côté de l'Ajax, on en a 2 certains et on en a 2 ou 3 du côté de l'OM certains. Voilà, vous avez les noms. Comme ça, on est au courant. Pour faire les compositions, n'hésitez pas à donner vos compositions dans les commentaires et nous, on enchaîne justement avec les compositions d'équipe. Les dernières, comme celle du match contre NAC Breda du côté de l'Ajax. Donc c'était un 4-3-3. Voilà, un 4-3-3. Là, c'est placé en 4-2-3-1, mais on peut penser qu'un Oscar Gluck est placé plutôt dans le milieu de terrain avec Klassen et Taylor et Edvardsen et Götze un cran avancé. Donc ça ferait un 4-3-3 à plat. Voilà, donc là, c'est la dernière compo. Vous n'avez pas trop fait tourner finalement sur le dernier match, si tu regardes bien. Non, ça reste assez constant, mais voilà, il y a quelques petits ajustements, notamment sur la place. En ailier droit, en fait, c'est souvent le côté droit qui change beaucoup en fonction de notre adversaire, parce que du coup, Anton Guy est un piston très offensif et Lucas Rosa, qui est on va dire, le joueur qui est en concurrence avec lui, un latéral plutôt défenseur qui est capable de jouer central aussi. Donc, on a 2 joueurs très différents et en fonction de qui va être arrière droit, on a un ailier qui est souvent différent. Là, Edvardsen a été mis, mais on aurait pu penser que ça aurait pu être un joueur plus intérieur pour permettre à Guy d'avoir plus de le large en gros sur son côté, alors que quand c'est Lucas Rosa, bah voilà, il y a la possibilité d'avoir un ailier pur et qui a plus de liberté sur ce côté. D'accord. Voilà, on en parlera dans l'animation tout à l'heure de ta composition d'équipe. On enchaîne justement avec la compo cette fois en match officiel en Ligue des Champions, le seul match avec la même compo pratiquement, si je me trompe pas. Il y a même Edvardsen devant, il y a Vergorst qui jouait titulaire. Ouais, et donc c'était voilà, donc Vergorst qui était titulaire, là, le point d'appui. Il y avait qui ça qui était pas là? Yuri Rehir au milieu qui était pas là contre Breda et Weghorst du coup qui est parce que il revenait de blessure, donc c'est notre petit Donanzelo Canadou 2006 qui a dû jouer hier mais qui normalement ne devrait pas être là contre Marseille. Ok, et là on part maintenant sur la compo pour ce match-là contre l'OM. Donc toi tu m'as envoyé une compo, celle-là, celle que tu espères avoir. Alors tu vas m'expliquer pour quelle raison tu espères avoir cette compo-là, sans forcément bouger l'animation. On va la bouger tout à l'heure quand je te remontrerai la compo. Donc pourquoi cette compo-là tu voulais mettre? Alors, j'ai choisi cette compo-là et c'est la compo qui représente un petit peu la vie des supporters de l'Ajax de manière générale. Les Ajax Hexagone et ses suiveurs seront d'accord avec moi, je l'espère, parce qu'on en a un peu parlé, discuté ensemble. Le but, c'est déjà sortir Wijndal de la défense à 4, parce que voilà, pour moi, il est en dessous en termes de niveau, et donc c'est mettre Uribas, qui est souvent utilisé central, c'est le remettre à son poste, qui normalement, il est normalement latéral gauche et il peut être très intéressant, notamment à la relance. Techniquement, c'est un joueur qui est très habile, donc souvent on le critique en tant que central parce que il y a beaucoup de bourdes, mais je pense qu'en latéral gauche, il pourrait être très intéressant, notamment en tant que liant avec Mika Hotz et en tant que dans le milieu de terrain. J'ai remis aussi un joueur qui à mon avis ne sera pas titulaire, mais qu'on aimerait tous voir titulaire parce que c'est notre numéro 6, le meilleur numéro 6 à l'Ajax, c'est Yorti Mokyo. C'est donc un 2008, très très jeune, mais 2008, immense talent belge. Ouais, tout jeune, mais qui est énorme. Franchement, c'est un joueur qui est rentré hier pour la deuxième mi-temps et qui a montré pourquoi il devrait être titulaire, tout simplement. Mais je pense que dans un match où on joue au Vélodrome et où John Etilra va se dire que l'expérience prime, il va mettre Yuri Rehir ou un autre. Alors que pour moi, le niveau n'est même pas comparable. Franchement, pour moi, Yorti Mokyo est largement meilleur. Et j'ai fait le choix du coup de mettre Oscar Gluck, qui est pourtant plus un numéro 10. En tant qu'ailier intérieur, je pense que de toute façon, en fait, ça sera un ailier qui va beaucoup rentrer dans l'axe et participer au jeu. Et c'est pour justement laisser cette place à Anton Guy sur le côté droit. Et du coup, lui laisser le large et permettre de dédoubler sur les appels. Edvardsen, c'est un choix qui peut paraître un peu étonnant parce que c'est plus un ailier et je le mets en pointe. C'est un choix auquel on a pensé avec la commu parce qu'on s'est dit que c'est un joueur qui peut surprendre. C'est un tout petit joueur, très rapide, très vif, qui fait énormément d'efforts. Et donc, pour moi, un match qui va être surtout orienté autour des contre-attaques parce qu'on n'aura pas assez le ballon, malgré que ça soit notre philosophie de jeu, mais la qualité du milieu de terrain qui sera le milieu de terrain qui va arriver et pas celui-là, je pense, à mon avis, n'aura pas le contrôle. Donc on va devoir beaucoup jouer sur des contres et vite. Et donc mettre un Weghorst, ça serait pour moi contre-productif. Ou en tout cas, il pourra pas avoir trop d'impact. Donc Edvardsen, c'est un parti pris, c'est un pari, mais il pourrait être intéressant. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit.
D'accord. Donc Et là, donc, voilà. c'était ta compo. C'était la compo que vous imaginez vous de votre côté. Et celle-là, c'est la Ouais. compo probable, celle que va sortir votre coach avec Wijndal, comme tu m'as dit, du côté gauche. Basse plutôt axiale au côté d'Itakura. Gai. Klaassen, Rirer. Rirer. Dans le milieu de terrain aux côtés de Klaassen et Taylor. Goods, ça bouge pas. Vergors qui récupère sa place en point d'appui, en pivot. Et Gluck, côté droit. Mais plus comme tu l'as dit, en ailier intérieur qui repiquera un peu dans l'axe pour faire un peu meneur de jeu, quoi, en fait, pour Ouais, expliquer la chose. exactement. Après, Voilà. je tiens quand même à alerter les supporters marseillais qui vont peut-être tomber après-demain sur une composition qui est complètement différente parce que la situation sportive est complètement incertaine et il y a beaucoup de joueurs qui présentent des niveaux assez moyens. Donc, ce que je suis en train de présenter là va peut-être pas forcément refléter la réalité dans 2 jours, mais pour moi, c'est quelque chose qui est très probable. Je pense que Wijndal sera titulaire. J'ai remis du coup Gluck à droite et Guy à droite parce que je pense qu'Anton Guy sera titulaire à droite, mais Lucas Rosa pourrait totalement l'être aussi. J'ai remis Bass en centrale parce que c'est souvent ce qu'on a vu dernièrement, mais là, Bass avait été absent contre Breda, donc Soutalo pourrait aussi être là mardi. Donc voilà, c'est pour montrer que rien n'est sûr avec cette compo, même si j'en parle comme compo probable. Pour moi, en tout cas, ce qui devrait être sûr, c'est en tout cas Yaros au goal. Ça doit être sûr. Taylor et Klaassen se seront sur le terrain parce que c'est souvent les deux indéboulonnables du milieu. Et Mika Hotz à gauche, obligatoirement. Et Vegors en pointe parce qu'il est revenu et qu'à mon avis, son expérience fera qu'il sera choisi en pointe, notamment avec les absences de Dolberg et d'Angelino Lakunadu qui, pour moi, est trop jeune pour pouvoir jouer dans un tel match. Donc voilà, pour moi c'est la compo probable, c'est pas celle que je souhaite, notamment avec Wijndal et Ririr qui pour moi n'ont pas le niveau d'un tel match, surtout dans une ambiance pareille. Mais c'est malheureusement ce que je pense voir arriver dans 2 jours. D'accord. Donc là, on peut dire que votre compo n'est pas encore certaine. Voilà, votre compo n'est pas encore certaine. Il y a des joueurs qui ne sont pas encore sûrs. Il n'y a pas de certitude dans votre équipe. Et tu as que 4-5 joueurs que tu es sûr de mettre sur le terrain. Nous, de notre côté, on a plus de certitude en ce moment. On a des joueurs qui sont en forme. Et même ceux qui sont sur le banc, ceux qui rentrent, ils apportent. Donc ça va mieux, tout va bien. Du côté de la dernière compo, du côté de l'OM, c'est un 4-2-3-1 selon les applications, selon les sites, mais sur le terrain, c'est autrement que ça s'est placé. C'était en 3 défenseurs, avec un Medina, Aguerd, Balerdi, Murillo était presque en piston côté droit et Wea à gauche, ou vice-versa, je me rappelle plus si ça n'avait pas changé. Peshao qui était vraiment sur le côté droit, et donc finalement c'était Wea à gauche, effectivement. Et Gomez qui était un petit peu dans un demi-espace ici, à faire son pressing pendant toute la première mi-temps, jusqu'à la deuxième. Après ça a changé, il est reculé dans le jeu. Mais ça, l'animation, on va le voir juste après, puisque l'animation, on va le voir là, ici, avec la compo probable du côté de l'OM. Alors moi de mon côté, je mettrai cette compo là. Voilà, personnellement, je mettrai la compo qui était celle face à Paris, sauf que Aubameyang prend la place de Gouiri qui manque un petit peu de confiance. Voilà, il a manqué encore 2-3 occasions très franches contre Strasbourg. Il a marqué aucun but pour l'instant en match officiel depuis le début de saison. Il a eu pas mal d'occasions et j'ai envie de dire, c'est pas à lui tirer dessus. Il rentrera en cours de match, mais mettre le joueur en confiance pour marquer le plus vite possible, pourquoi pas, dans la première heure de jeu avec un doublé d'Aubameyang, pourquoi pas. Donc Rouli au gardien, défenseur central axial, je mettrai Balerdi dans l'axe, Aguerd à gauche, Pavard à sa droite, ensuite Wea en piston droit, Emerson en piston gauche, Højbjerg, O'Reilly devant la défense, comme je lui ai expliqué tout à l'heure à notre cher invité, on aura un rôle différent, on aura un O'Reilly qui viendra plutôt harceler le meneur de jeu adverse et plutôt être dans la relance plutôt qu'un Højbjerg qui sera dans la caution vraiment... je vais pas dire que c'est le CRS, mais c'est vraiment le caution physique, le caution impact, le patron un peu de ce milieu de terrain, le grand papa. Voilà, donc Højbjerg qui sera là, qui sera aussi à compenser les montées, pourquoi pas d'Aguerd quand il montera un petit peu à apporter son supplément, ou Balerdi, comme on l'a vu contre Strasbourg, il est beaucoup monté sur le terrain. Et pareil sur les couloirs, ça changera aussi, il y aura un Emerson qui viendra s'intercaler dans le demi-espace, un Peshao qui écartera, ou vice-versa, vu que Peshao il aime bien se réaxer pour tenter sa chance, comme on l'a vu contre Strasbourg en deuxième mi-temps. Il a joué sur son couloir gauche, et il a été bien meilleur que la première mi-temps, je trouve. Pour Peshao, côté droit, ce sera la même chose. On aura un Wea qui montera, il dédoublera avec Greenwood, ou alors vice versa, il viendra sur le couloir pour aller, pourquoi pas, prendre la profondeur dans le dos de Wijndal, centré et la tête d'Aubameyang dans le but vide. Voilà, donc du côté de l'animation plus ou moins olympienne, il y a d'autres choses à voir ensemble. N'hésitez pas à me faire votre compo dans les commentaires. Moi, je mettrai cette compo là. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les proposer. Et du côté
De l'Ajax. Alors j'ai mis Sutalo, hein. J'ai pas mis Bass. J'ai mis Sutalo en défense centrale. Wijndal, Gaï, Takura, Richer, Taylor, Klaassen, Gluck à droite, Weghorst et Goots. Comme tu me l'as expliqué tout à l'heure, Gluck, tu le mettrais plutôt dans un joueur qui repiquerait dans l'axe, qui viendrait se placer dans le demi-espace ici, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Et tu auras un Gaï qui montera, c'est ça? Ouais, c'est ça, avec plus de liberté que sur le côté gauche où Mika Roth, c'est un ailier vraiment pur qui a besoin de beaucoup d'espace. Donc, Wijndal peut aussi dédoubler et jouer avec Mika Roth, mais c'est un peu moins le cas quand un gars où pour le coup, c'est vraiment sa spécialité. Sinon, au niveau de l'animation, du coup, on aurait vraiment un duo, voire trio créatif avec Gluck, Taylor et Klaassen que je mets en troisième, même si Klaassen, voilà, c'est plus un joueur maintenant plus d'appui qui va beaucoup se projeter dans la surface que Taylor ou Gluck qui sont capables de faire le liant avec Richer et la défense. On a Mika Roth qui a besoin d'énormément d'espace et ça va beaucoup jouer dessus. Hein. C'est un joueur qui peut se montrer très dangereux, peut faire énormément de bonnes choses, mais qui malheureusement souvent pêche à la finition et qui, quand il n'a pas beaucoup d'espace, peut passer à côté de son match et être peut se faire remarquer. Donc il faudra qu'il se fasse remarquer dans ce match. Youri Richer va avoir énormément de boulot face à Marseille et pour moi c'est pas forcément le joueur que j'aimerais voir là, mais c'est probablement celui qui sera là et moi quand tu viens de me faire ta compo et que je vois tous les joueurs que tu m'annonces, j'avoue que je flippe parce que quand je vois Greenwood Weah à droite et c'est Wijndal qui doit contenir ça et Gaï qui doit prendre Paixão et Emerson tout en connaissant Paixão et ce qu'il a fait avec Feyenoord contre nous, parce que quand tu dis Paixão dans le couloir gauche qui rentre sur son pied droit et arme, bah moi je m'en souviens de mine dans la lucarne qu'on s'était pris, donc pas forcément optimiste là. En plus Aubameyang, le passif avec l'Ajax il est là aussi, hein, moi je m'en souviens bien. Donc je mets du coup Weghorst en pointe qui aura un rôle de pivot à mettre en place. Il va falloir qu'il pèse sur une défense qui est à la fois relativement rapide et costaud avec Aguerd, Balerdi et Pavard. Donc ça sera très compliqué puisque, on l'a dit, moi je parie plutôt sur des contre-attaques et donc avec Weghorst en pointe, il faudra beaucoup compter sur ce qui se passe sur les côtés. Le problème c'est qu'avec des côtés marseillais qui sont tellement fournis et vifs et en forme en plus ces derniers temps, j'ai du mal à voir comment on va réussir à moins de sortir un immense match de rester équilibré et de sortir quelque chose de propre parce que à mon avis on n'aura pas la qualité nécessaire pour garder autant le ballon avec des mecs comme Matt O'Reilly ou Højbjerg qui vont venir constamment agresser les porteurs de balles et on l'a vu dans les ressorties malgré qu'on ait des joueurs qui ont ses qualités, hein. Kenneth Taylor c'est un joueur qui normalement est capable de sortir du pressing comme Klaassen ou comme Oscar Gluck, il va falloir être très propre parce que ça sera constamment le cas tout le match. O'Reilly il va pas lâcher, ça a été le cas contre Paris, il a été affreux c'était un calvaire pour les mecs en face, donc moi je dis Vitinha il s'en souvient, Vitinha il a pas pu vraiment faire sa petite partition on va dire, parce que c'est toujours l'habitude de Vitinha d'être un petit peu tranquille, jouer à droite, jouer à gauche, et là il avait un O'Reilly, parfois même Højbjerg qui allait dessus, il mettait même un temps pour Højbjerg, il a fait tomber 2-3 fois, donc j'avais dire O'Reilly qui a vraiment une endurance comme tu le dis, impressionnant. Moi, quand je vois Matt O'Reilly qui fait ça au 3e au classement du Ballon d'Or, je me dis, Youri Richer, allez, courage. Courage. Voilà, donc du côté de la compo ça va se placer comme ça, voilà, donc l'animation plus ou moins comme je l'ai montré à l'écran et derrière maintenant il y a d'autres choses à voir, c'est quoi, c'est les focus dans la rencontre, tu en as parlé rapidement, donc Aubameyang contre l'Ajax c'est que 2 matchs à peine mais c'est quand même 5 buts lors des derniers affrontements, c'était en 2023, le match aller avait lieu du côté de la Johan Cruyff Arena avec un 3 partout et un doublé de Aubameyang, et au Vélodrome le fameux retourné acrobatique qu'on a vu tout à l'heure, un triplé pour Aubameyang, donc 5 buts avec une victoire, un nul. Donc Aubameyang qui réussit contre l'Ajax, Aubameyang qui réussissait contre le Real. Contre le Real, malheureusement, j'en veux un petit peu. L'occasion qu'il a contre le Real qui met à côté, ça doit être au moins cadré. Je sais pas si tu te souviens de cette action contre le Real qu'il a eu en contre. Voilà, il a une occasion, il rentre dans la surface sur son bon pied. Bon, il est en pleine course peut-être, c'est difficile à peut-être mettre un lob comme moi je l'espérais, mais au moins cadrer sa frappe. Et il tire à côté. C'est dommage, elle est belle la relance. Voilà, elle était très belle. Je sais pas qui c'est qui le lance. Je sais pas si c'est pas O'Reilly qui le lance pas.
Ah, peut-être, ouais. Et donc du coup, Aubameyang, j'espère maintenant qu'il soit efficace. Il a été contre Strasbourg, il est rentré, il avait un peu de peps en fin de match et il a marqué. Il a insisté, il tire une fois sur le gardien de Strasbourg, le ballon lui revient et il la met au fond avec son plat du pied tranquille, petit filet. Et j'ai envie de voir cet Aubameyang là comme celui face à l'Ajax. Est-ce que tu as une crainte sur Aubameyang, toi? Tu viens d'en parler tout à l'heure. Bah oui, oui, bah, la crainte c'est qu'il fasse la même chose encore une fois, qu'il C'est nous foute un ça. triplé et qu'on pleure. Ouais. Mais non, bah la crainte c'est que c'est un, c'est un super attaquant et qui va jouer contre une défense qui reste encore trop inexpérimentée au niveau européen. Certes, je pense que si c'est Soutalo et Itakura, Mm. il y aura quand même un semblant de répondant en face. Ouais, Mais bien bon, sûr. si c'est Yuribas en centrale, Mm. ça risque d'être compliqué parce que voilà, on vient déjà de subir contre Marcus Thuram qui nous a mis doublé au match aller et on a été complètement dépassé. Donc Aubameyang avec toutes les salves qui vont arriver des côtés, lui Mm. en plus qui sera là pour finir et profiter des petits espaces qui sont libérés. Oh là Mm. là, Ouais. j'ai peur. Tu as peur, ouais. Donc du côté d'Aubameyang, alors cette fois du côté de l'Ajax, il y a un joueur qui a été élu homme de la saison dernière, c'est Taylor. Tu peux m'en parler avec aussi le milieu de terrain dans l'ensemble. Tu me parlais tout à l'heure de la bataille du milieu. Tu avais peur de ce côté-là, de perdre un petit peu la possession. Forcément que nous, on l'aime bien la possession du côté de l'OM. L'année dernière, on était proche des 65% en moyenne. On était, je crois, le 4e ou 5e club en Europe, ouais, pour te dire. Cette année, on commence un peu moins dans la possession parce qu'on a affronté Paris. Voilà, faut le dire aussi, Paris, ils avaient plus la possession que nous. On était à 40% ou je sais plus combien exactement. Donc, on est un cran reculé cette année pour l'instant, mais le temps que ça avance, là, forcément, je pense qu'on aura la possession dans cette rencontre-là avec Taylor, homme de la saison dernière, et avec Klaassen le vieux au milieu et Richer à ses côtés. Donc tu peux en parler de cette bataille? Tu as peur de cette bataille, toi? Ouais, bah, j'ai peur. Alors pour revenir sur Kenneth Taylor, oui, du coup c'était notre meilleur joueur. Enfin, il a été élu homme de la saison dernière. Kenneth Taylor, c'est un joueur qui est très intéressant, hein, très très bon joueur, mais qui est souvent irrégulier, beaucoup Mhm. critiqué. En tout cas, nous, D'accord. nous la communauté francophone, c'est vrai que on est assez dur avec lui, mais en fait, c'est qu'il a malheureusement ce profil de joueur qui est sorti de la génération 2002 de l'Ajax, génération qui est très forte, puisque on est sorti Jurien Timber, qui est aujourd'hui à Arsenal, on est sorti Ryan Gravenberch, qui est aujourd'hui à Liverpool, Brian Brobbey qui est parti à Sunderland. On peut aussi parler de, par exemple, Sven Botman, il me semble aussi, et cette génération 2002. Donc voilà, il y a beaucoup de très bons joueurs qui viennent de la génération 2002 et Kenneth Taylor en faisait partie et en fait toujours partie. Mais bah voilà, il a un peu ce côté, c'est un peu le retardataire dans le lot. Ouais. C'est un joueur qui a mis du temps à s'imposer tel qu'il l'est maintenant, qui est capable de faire de très bonnes choses à sa décharge. Il n'a pas toujours été très bien entouré et ça c'est clair. Franchement, Mhm. il a pas le milieu de terrain qu'on pouvait avoir il y a quelques années où en même temps tu es tellement bien entouré que forcément tu brilles. Ouais. Mais voilà, c'est normalement dans notre 11 l'un des deux trois titulaires indiscutables, ça devrait être l'un des meilleurs joueurs de l'Ajax et Ouais. qui pour moi partira au bout du compte. J'imagine que c'est peut-être sûrement sa dernière saison à l'Ajax, mais voilà, c'est normalement notre meilleur joueur. Et là, quand je vois les trois du milieu de terrain, franchement, c'est le meilleur. Parce qu'ensuite, du coup, on a David Klaassen qui n'est plus le très très bon joueur qu'il était plutôt vers 2017-2018 et même à son retour vers Ouais. 2021-2022 Ouais. où il avait été très bon. Aujourd'hui, c'est un joueur à l'Ajax, on l'appelle Mister 1-0 parce que c'est souvent lui qui met le premier but du match. C'est un joueur qui se projette énormément, qui a comme Kenneth Taylor et c'est souvent ça qu'on regarde en premier, c'est les stats. Et on se dit, ben, il met 10 buts, tout se passe dès la saison, donc ça va, c'est un très bon joueur. Ouais, ils sont Mhm. décisifs, mais c'est pas forcément toujours incroyable dans le rendement. David Klaassen, il a de bonnes stats, mais malheureusement, dans l'impact purement tactique et technique, il n'est pas toujours au top. Et bon, je vois la troisième tête, Yuri Rekir. Bon, voilà. Il est Moi, là. moi j'ai du mal à comprendre comment c'est possible de passer de Lasse Schöne puis Edson Alvarez à Yuri Rekir Ouais. en quelques années. C'est pas un joueur inintéressant, il est formé chez nous, il a fait des bonnes choses D'accord. à Twente, mais ça ne devrait pas être un numéro 6 titulaire face à l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Ça se trouve, il ne le sera pas et je serai le premier heureux, hein, franchement, à voir qu'il n'est pas titulaire mardi. Mais D'accord. ouais. Écoute. Et du coup, pour revenir plutôt sur Mm. le sujet Ouais. de la bataille, c'est que, ouais, comme on l'a dit avant, c'est que La on a une possession, philosophie de jeu à regarde. l'Ajax qui est La connue. possession, Oui, comme voilà. on a dit tout à l'heure, regarde la possession. Déjà, rien qu'en Eredivisie, Mauvaise. tu me disais tout à l'heure que vous devez être dans les top 2, voilà, grand max. Et là, vous êtes quatrième derrière Nimeg, AZ Alkmaar.
ouais, c'est pas habituel pour vous peut-être, je sais pas. C'est pas habituel parce que là, oui, enfin, je pense que quand on pense jeu de possession en Europe, l'empreinte de l'Ajax arrive très vite dans la tête des gens, même si Hmm. voilà, on n'est pas dans les 5 grands championnats, mais l'Ajax est connu de tous et on est censé être une équipe qui garde le ballon. On a toujours été capable de le faire et depuis le début de saison, c'est compliqué. Hier, on joue contre le NAC Breda, qui est une équipe normalement de deuxième division, et on s'est fait dominer même quand ils étaient à 10 avec un rouge. Ah ouais? Donc, D'accord. ouais, pour les Marseillais qui ont eu le courage et la patience de regarder le match d'hier, bah, je pense qu'ils ont été rassurés D'accord. de savoir contre qui ils allaient jouer parce que je pense que le problème, c'est que pour gagner, il faudrait qu'on arrive à mettre notre jeu en place. Pour mettre notre jeu en place, on n'y arrive pas contre le NAC Breda, donc ça sera sûrement pas contre Marseille. Et du Ouais. coup, à ce moment-là, il faut reposer sur des contre-attaques. Et bah, du coup, je pense que c'est le prochain focus dont on va parler. Il me semble que c'était le jeu en contre-attaque, ou non, c'était peut-être le troisième, mais Mais c'est enfin, pas grave, on c'est peut en pas parler. grave. Si tu veux On qu'on peut- enchaîne sur les contre-attaques, on peut enchaîner sur les Ouais, contre-attaques. on Donc peut enchaîner directement sur les la contre-attaques. bataille du milieu qui va être compliquée, comme tu le dis. Voilà, donc on aura sûrement la possession. Je suis d'accord avec toi. On l'a pas eu contre Paris, comme je viens de l'expliquer avant, parce que c'est Paris, c'est quand même un ogre. On a eu des petites craintes dans la rencontre, même si on est rentré tambour battant, on a franchement tenu le coup jusqu'au bout. Et donc tu me parles des contre-attaques, c'est peut-être le jeu que vous allez prôner. Les contre-attaques, donc on aura des joueurs qui sont Balerdi, Aguerd, Pavard. Si on aligne cette défense en trident derrière, c'est sûr que c'est rassurant plus que Brassier, ce qu'on avait dans le passé, et Kondogbia et tout le bordel. Donc là, c'est vrai qu'on a de la vitesse et de l'assurance, avec un Aguerd qui va très vite, un Pavard qui ancien latéral qui va vite quand même pour un défenseur central, et même Balerdi, ça va encore, c'est pas le plus lent. Donc on a ce côté-là de vitesse, on a ce côté-là de placement avec un Aguerd qui sera plus expérimenté qu'un jeune Basse, comme tu m'as dit tout à l'heure de ton côté, ou Pavard aussi, qui a une grosse expérience au Bayern, à l'Inter, ici et là. Donc on a ce côté expérience, et même Balerdi qui commence à avoir du vécu, 26 ans. Donc du côté de l'OM, je pense qu'on est rassuré avec ces défenses-là. Contre-attaque maintenant de l'Ajax, je sais pas si ça va aller très vite de votre côté, tu vas m'en parler maintenant. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Et bah, je peux t'en dire que quand je vois les trois d'en face, c'est sûr que c'est pas rassurant quand je parle de. Parce que c'est subi, hein, ce que je dis. Hein. Ouais, Quand on joue la contre-attaque, c'est parce qu'on n'est pas capable de poser le jeu. Et d'accord. je voyais notamment hier Enzo, qui est du coup un gars de l'Ajax sur Twitter qui est assez connu, bah, Ouais. qui je fais une dédicace, qui parlait avec certains Marseillais Mhm. et qui disait que bah ouais, c'est quelque chose qu'on subit. On ne peut pas mettre notre jeu en place. On n'a pas forcément la possession, donc la contre-attaque devient la seule option. Et quand on voit trois joueurs comme ça, moi, je serais Pavard, Aguerd et Balerdi. J'ai pas forcément peur de Mika Rotz et Anton Guy, qui sera surtout la menace sur l'aile à droite. D'accord. Bah, ça fait pas très très peur. Ouais. Ça fait pas très très peur. Et il se peut qu'il soit complètement invisibilisé durant tout le match. Donc Mhm. c'est de la manière dont j'en parle, c'est vrai que ça paraît être un peu un match sans solution pour nous où D'accord. on ne sera pas capable de mettre de la possession en place et Mhm. que le jeu en contre-attaque n'est pas possible. Mhm. Donc il faudrait jouer énormément bien les coups, je pense, D'accord. pour faire quelque chose dans cette rencontre. Ou alors sortir du chapeau une performance technique Mhm. complètement dingue où on arrive à sortir du pressing et où l'Ajax renaît de ses cendres le temps de 90 minutes. Mais Ouais. ou sous un match de John Eitinha fin septembre, j'ai du mal à le croire. J'ai vraiment pas confiant avec ce coach. Donc Non, je reviens sur la compo. Donc tu me dis que vous manquez un peu de vitesse, de profondeur, et c'est sûr qu'un Vergors il va pas te l'apporter. Donc imaginons ce que tu m'avais dit tout à l'heure, un Edvardsen qui pourrait jouer dans ce rôle-là. C'est sûr que ça apporterait plus de mobilité, plus de vitesse, et ça poserait un petit peu plus de problèmes à notre défense. C'est des joueurs beaucoup plus ouais. mobiles. Edvardsen qui est petite taille, il va peut-être embêter Balerdi dans ses déplacements ou Aguerd. Et pareil pour les autres, Gluck c'est assez mobile, hein, c'est normalement un milieu de terrain numéro 10. C'est un porteur de balle qui va très vite avec le ballon. Ouais. Mais C'est comme ça. on l'a dit, c'est plutôt Gay qui va poser problème sur le côté profondeur et vitesse. Donc voilà, ça serait plutôt comme ça si vraiment ils veulent nous embêter avec de la vitesse. Voilà, donc un positionnement comme ça, avec le milieu de terrain qui reste comme ça, c'est pas de souci. Et on pourrait apporter d'autres joueurs derrière, comme alors un Bergueuse, tu peux m'en parler parce qu'on en a pas parlé. Est-ce qu'il pourrait rentrer dans ce jeu-là aussi? Si Steven Berghuis peut complètement rentrer, ça serait un joueur qui, ça se trouve, sera titulaire. Hein, on Ouais, n'est pas à une surprise près. ouais, Même bon, s'il revient de blessure, c'est normalement un joueur qui est censé être l'un des cadres, hein, d'accord. de l'Ajax, qui pourrait rentrer du coup sur l'aile droite à la place
Bah, Voilà. si Vlouk Bah, permute, enfin, redescend peut-être et laisse la place à un autre, ouais. Steven Borges, il peut apporter Mm, énormément avec son pied gauche, sur coup de pied arrêté, mm, avec des centres, il peut frapper de loin, comment il a une mm. grosse qualité avec son pied gauche. Ouais. Donc il peut apporter énormément. On a aussi Raúl Moro sur le banc qui est Mm, du coup un Espagnol qui peut jouer à gauche comme à droite mhm. et qui est très très rapide. Donc c'est un Ah, joueur qui donc tu vois, un peu de sur vitesse. des situations de contre-attaque peut apporter du danger. Mhm. Pour l'instant, voilà, son recrutement n'a pas fait que des grands heureux. On n'est pas là à dire waouh, quel joueur étincelant parce que Mhm. voilà, il montre qu'il est très rapide, il montre qu'il est capable d'amener du danger, mais ça reste trop peu. Après, bon, quand je vois les autres sur le banc, notamment Konadu, à mon avis, ne rentrera pas. D'accord. C'est trop jeune, mais Mhm. c'est un joueur prometteur. Et Ouais. après, on a Kian Fitzim, Ouais. le numéro 28, qui est Un milieu. malheureusement mal utilisé, je trouve, par Jonathan Ha et D'accord. aux grandes dames du CM. Bah, la personne qui gère le compte Ajax Hexagone Ouais. aime beaucoup Kian. On aime tous beaucoup Kian, qui est un joueur Ouais. qui est merveilleux avec le ballon et qui était très apprécié par Farioli, mais qui malheureusement joue beaucoup moins sous Aitira et qui, quand il le fait rentrer, il le fait jouer 6, alors qu'il jouait D'accord. 8-10 D'accord. avec Farioli. Donc beaucoup moins de liberté, beaucoup moins de créativité dans son Mm. jeu, qui a perdu en confiance sur ce début de saison. Donc c'est les possibles dangers qui pourraient rentrer en cours de match au-delà des premiers dont on avait parlé, mais Ouais. ça reste par rapport au nom que vous avez, c'est pas énorme. Ouais, donc du coup, là on parlait de la contre-attaque, c'est par rapport à la vitesse que je faisais des changements. Donc un Vergors, c'est pour ça que je l'ai enlevé et je voulais savoir ce que Ouais. tu avais en solution. Donc c'est vrai que tu n'as pas énormément de solutions en termes d'attaquants de pointe rapide. Ouais, Non, ouais. t'as juste Konadu et derrière après il faut jouer avec un autre système. Par exemple deux ailiers pourquoi pas, comme tu dis un Moro d'un côté et un Gluck de l'autre ou un Bergueus d'un côté. Voilà, je vois ce que je veux dire. Bergueus Ouais, d'ailleurs, voire même souvenir de lui, c'est lui qui prend un rouge hein, contre nous. contre vous, à l'aller, c'est Sylvanovos. Non, À moi. qui fait la faute sur Correa. Ah, au retour. Ah, Ouais. mais oui, c'est ça, Oui. on a pris un rouge à chaque match en fait. Voilà, il méritait d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bon, mais Steven Berghuis, c'est une grosse tête brûlée Ah connue ouais, dans toutes les télévisions. Moi, je serais pas du tout surpris qu'on se fasse déboîter dans le jeu première mi-temps, hmm. que ça soit qui ait perte de rythme dans le début de deuxième mi-temps, il fait rentrer Berghuis 60e, Hmm. 75e, ça part complètement en sucette. Berghuis prend un rouge et on finit le match Mais là-dessus. Et Minra ça sera limogé dans la. ton scénario tout à l'heure, tu le sais. Et Oui, c'est ça. Je d'abord, spoil. il y a un dernier focus, c'est ton focus, Ouais, c'est celui de, alors Greenwood Pekshao contre Gaï et Vijdal, ouais, pardon. ouais. Le match dans le match, sans parler forcément de la contre-attaque, voilà, juste parler côté défensif. Ce que tu en penses, est-ce que ça va résister, est-ce que ça va pas résister? Ça, spoiler, ça ne résistera pas à mon avis. Ah, ça fait plaisir. Malheureusement, ouais. Guy Wijndal sont deux joueurs enfin Wijndal un peu plus que Guy déjà, mais qui sont pas des latéraux très défensifs. Ça reste Ouais. quand même des joueurs qui apportent par leur qualité offensive et leur vitesse et leur proposition dans le couloir et qui ont plus de mal dans leur qualité défensive parce que Wijndal déjà un peu plus. Franchement, je ne vais pas être mauvaise langue non plus. C'est un Mm. joueur qui est capable de défendre, mais qui est aussi capable de passer complètement au travers. Mm. Anton Guy, surtout, c'est surtout ça. C'est qu'il est capable de passer complètement à travers de son match. C'est un joueur qui apporte beaucoup par son engagement, qui D'accord. a une forme de grinta, Il a mais qui peut tiré aussi par faire l'attaque, ouais. n'importe quoi. Ouais. Il peut aussi faire n'importe quoi défensivement. Et quand je vois Paisha ou Emerson, je me dis, mais ça peut être, il peut Ouais. se faire, mais on peut prendre complètement l'eau. Et sur le côté droit aussi, en fait, c'est que Wijndal est certes meilleur, mais Timothy Weah Greenwood, Eh voilà, oui. il y a pas grand chose à dire de plus, quoi. Ça va être très compliqué, ça va être très compliqué. Il a marqué. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de couverture de la, ouais, déjà le but, mais il va falloir qu'il y ait beaucoup de couverture de la part du milieu. Il va falloir Mm. des efforts défensifs. Moi, je serais pas du tout étonné qu'un Lucas Rosa, qui est du coup Ouais. le remplaçant probable à droite comme à gauche, parce qu'il est capable D'accord. d'épauler dans les deux cas, qui rentre très vite dans le match. Je D'accord. serais pas du tout étonné. Et Mm. Kyuribas, s'il n'est pas titulaire, rentre Ouais. aussi très vite dans le match pour avoir du coup des latéraux qui sont aussi capables d'être centraux et Mm. d'avoir au final du coup un quatuor défensif beaucoup plus complet défensivement, quoi. D'accord. Ok. Un peu comme nous, Medina, il a un peu ce même rôle basse. Tu Ouais, vois, exactement.
Ouais, Ouais, ok. complètement. Ok. Et même Egan Riley, hein. Egan Riley qui a pas beaucoup de chance, hein, depuis un moment, il a pas sa chance sur le terrain. C'est un des seuls regrets qu'on a avec Vermeuren, qu'on voit pas beaucoup pour l'instant. Mais je m'en fous complètement. C'est-à-dire si les résultats sont là, s'il joue pas, je m'en fous complètement. J'ai envie de dire, Si vous voulez, on si a vous voulez ces nous donner solutions. le match, moi j'ai pas de Non, non, souci, non, hein, c'est bon. Vermeuren, je joue avec plaisir. Voilà, donc du côté du dernier focus, on en a parlé. Maintenant, il nous reste quoi? L'arbitrage. Et oui, l'arbitrage avec Monsieur Taylor, qui sera l'arbitre de ce match-là. Un arbitre très expérimenté, comme vous le voyez là. Il a 46 ans, il a fait 407 matchs de Première Ligue au compteur, presque 50 apparitions en Ligue des Champions. Alors, j'ai mis en jaune le plus important, ça pourrait nous avantager. Qui dit arbitre anglais dit le jeu un peu plus libéré. C'est-à-dire que quand tu auras de l'impact, comme sur les 2 derniers matchs qu'on a joués contre Paris et Strasbourg, où on prend des cartons jaunes à volo, le dernier match contre Strasbourg, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 7 fautes, 4 cartons jaunes. Pour les 7 premières fautes, 4 cartons jaunes contre Strasbourg. Pour vous dire que en Ligue 1, ils sont policiers, mode policier. Et là, en Ligue des Champions, avec un arbitre anglais, je pense que ça pourrait permettre d'être à l'avantage dans cet engagement-là du côté de l'OM. Alors je sais pas de votre côté si vous êtes aussi dans l'engagement physique très important. Tu en penses quoi de l'arbitrage? Tu as une crainte ou pas sur cette rencontre? J'ai une crainte en soi. Le jeu aux Pays-Bas est assez engagé aussi, donc ça ressemble, c'est pas la première ligue, mais ça y ressemble quand même au niveau de l'engagement. Il y a beaucoup de contacts. Après, voilà, on n'a pas un milieu, le milieu Taylor, Klaassen, Richer, c'est pas le milieu avec le plus d'engagement physique et de grinta ou de répondant, surtout quand on voit ce qu'il y a en face. Donc, de toute façon, c'est pas forcément quelque chose qui changera beaucoup de ce qu'on connaît d'habitude. On n'a plus trop de joueurs capables de vraiment envoyer des boîtes au milieu. Donc, au niveau des cartons, je pense que ça peut le faire. Après, voilà, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc, voilà, à tout voir. à fait. Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent jamais, on va dire. Voilà, donc du côté de la rencontre, on a tout abordé, des focus, les compos, l'arbitrage, les supporterismes, la situation du club de l'Ajax. Maintenant, on va faire notre petit prono. Alors, c'est-à-dire, je vais te demander ton scénario. Une clé ou plusieurs clés dans la rencontre et aussi le pronostic. Avant cela, voilà, parce qu'on va changer d'écran pour donner ce pronostic-là. Avant cela, je vais faire une petite pub pour la chaîne, bien sûr. On se retrouve mardi pour le match en direct. Voilà, pour ceux qui veulent vivre le match avec moi, avec mon entrain. Je sais pas si tu l'as déjà vu comment je fais les matchs, comment je commente. Un petit peu, j'ai regardé. Ouais. Bon, Ça envoie. Hein. Parfois, je vais un petit peu trop loin, mais c'est pas ma faute, c'est comme ça. Et puis derrière, le fait d'être en direct avec les personnes, peut-être que ça me remet en coup de boost encore plus. Donc on va se retrouver. Voilà, ce mardi à partir de je sais pas quelle heure j'ai mis, 19h30, aux environs des 19h30 pour vivre le match ensemble. N'hésitez pas, on est à 9, on peut monter à 90, je le sais, vous êtes capable. On change d'écran et je vais te demander un petit peu le scénario et tout ce que je t'ai demandé. On y va, on change d'écran, c'est maintenant, c'est pas là, c'est là puisqu'on est là, hop. Non, c'est pas là, c'est là. J'ai mis 3 écrans à la suite. N'hésitez pas à donner un like, un dislike, un abonnement, la cloche, le partager, le commentaire et mettez le boost aussi. C'est sur une vidéo, vous pouvez mettre un boost sur votre téléphone. Vous avez le switch dans les commentaires, vous faites à droite et vous mettez boost, tous vos points. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Le scénario, le pronostic et la clé du match ou plusieurs clés du match. Pour le scénario, le prono et la clé, du coup, pour moi, la plus grosse clé du match, ça sera la capacité, du coup, le premier focus qu'on avait fait, c'est la survie du milieu de terrain avec la capacité des liants du jeu que sont Taylor, Gluck et à la limite Klaassen et sur l'aile Mika Ross par la création d'exister. C'est pour moi la seule manière qu'on a de pouvoir faire quelque chose dans ce match. Si on est capable de le faire, on peut essayer d'accrocher quelque chose. Ouais. Auquel cas, si ça se passe pas, ça va être très très compliqué. Ça sera un match avec, pour moi, des buts, comme il y en a eu dans toutes les dernières confrontations. Et j'espère qu'on en prendra peut-être un peu moins qu'au Vélodrome, mais il y aura des buts. Je suis pas forcément très optimiste. Je pense que tout le monde l'a entendu depuis une heure. En soi, c'est pas du pessimisme pur et dur, c'est juste l'objectivité par rapport à notre début de saison. Si c'était très bien, je le dirais, mais c'est pas forcément le cas. Donc je m'attends à peut-être pourquoi pas marquer, mais je m'attends pas à une victoire. Je pense que Marseille va ressortir vainqueur de cette rencontre. La crainte que j'ai, c'est qu'on prenne vraiment l'eau et qu'on prenne un score au bout du compte, que ça soit compliqué. Mais donc, si j'ai 2 scénarios, un plutôt optimiste et un plutôt pessimiste,
plutôt optimiste, c'est qu'on accroche par exemple un 2-2, que ça soit un match très ouvert dans lequel Marseille fait des erreurs et nous on en profite. Mais je sais très bien qu'on en fera aussi, donc à mon avis, ça serait compliqué de ressortir vainqueur de cette rencontre, surtout au Vélodrome en plus, avec l'ambiance et à quel point ça va pousser. Le pessimiste, c'est qu'on prenne vraiment, qu'on se prenne une branlée, quoi. C'est qu'on prenne 4-5-0, enfin, qu'on prenne 3-4-1. Enfin, je le dis peut-être et les gens vont peut-être être étonnés de se dire, c'est l'Ajax en face quand même. Moi, qu'on prenne 4-0, 5-0, je serais même pas choqué devant une telle ambiance face à un tel public et quand je vois la tendance actuelle. Peut-être que les supporters de l'Ajax qui m'écoutent vont se dire ouais, t'abuses mon ref, mais franchement, je serais pas choqué. Marseille gagne 3-0, je ne serais pas la personne la plus choquée du monde, clairement pas. D'accord. Ok, donc moi je vais aller sur mon scénario. Donc le scénario, alors le scénario, je l'imagine pas là tout de suite, mais je l'imagine pas. Donc je vais donner la clé du match directement et puis ça viendra tout seul le scénario. Donc la clé du match, alors j'aimerais bien qu'on soit efficace directement. Voilà, comme il l'a fait Aubameyang quand il est rentré, il soit efficace directement. Qu'on n'attende pas, qu'on doute pas, qu'on n'ait pas de crainte dans la rencontre, qu'on se dit putain c'est quand même compliqué, on arrive à la mi-temps 0-0, à l'heure de jeu 0-0 et qu'on doit attendre encore la fin de match. Non, je veux qu'on se facilite la tâche, voilà, surtout qu'on enchaîne les matchs et la fatigue va jouer un petit peu sur certains joueurs. Alors de votre côté aussi, hein, il y a la fatigue qui s'enchaîne, mais on a fait de la rotation, mais peut-être pas assez, j'ai envie de dire, parce que les changements de De Zerbi, c'est souvent à l'heure de jeu, 75e, 85e, donc c'est vraiment pas des changements à la mi-temps ou tu vois un peu avant ou sur 5 joueurs, c'est surtout 2, 3, 4 joueurs, pas énormément. Donc j'ai envie de dire qu'on soit efficace pour se faciliter le match, qu'on juge bien cette profondeur, comme tu l'as dit tout à l'heure pour les contres, qu'on juge bien avec l'alignement bien aligné, parce que le dernier but qu'on prend, c'est encore un alignement de Balerdi et aussi des erreurs peut-être de placement. Donc j'ai envie de dire ce côté-là, pour les clés du match, qu'on soit efficace et qu'on joue bien l'alignement et les hors-jeu. Voilà, parce que si on doit être en danger, c'est sur ce côté-là, les contres comme tu l'as dit, et sur les coups de pied arrêtés aussi, parce que c'est une arme aussi. De votre côté, ça peut être une arme. Je sais pas si vous avez des joueurs intéressants dans le jeu aérien ou pas, à part Weghorst. Honnêtement, pas forcément. On a Soutalo s'il joue qui peut amener sa tête. On a une équipe qui n'est pas très très grande. Malheureusement en taille. Là, pour te dire, hier par exemple, du coup, on a notre petit 2008 qui est rentré et Yortimokyo, on a eu 1 ou 2 corners sur la fin. C'était le mec ciblé pour essayer d'aller mettre sa tête, quoi. Parce qu'il est un peu plus grand que les autres. C'est pas l'arme numéro 1. Après, on peut en soi bien combiner. J'ai envie de dire sur un malentendu ça peut marcher, mais c'est un peu ça. Hein. Ouais, donc Weghorst quand même c'est un joueur quand même de tête qui peut être important sur ce domaine-là. Weghorst peut marquer clairement. Voilà. Ouais. Et il y aura un duel dans le match peut-être entre Aguerd et Weghorst, parce que Aguerd c'est un joueur qui fait un 90, il est déjà grand, mais il va très haut, il va très très haut, il a un timing énorme. On l'a vu, il a marqué contre Paris, même si ça n'a pas été accordé à lui, mais moi je lui accorde. Donc ça va être une clé aussi. Ces coups de pied arrêtés, j'arrête pas de le dire sur toutes les rencontres, mais je le dis encore, il faudra ajuster nos coups de pied arrêtés. C'est une arme dans le football actuel, dans le football moderne, comme les contre-attaques, comme tu le dis. Et j'ai envie de dire, donc voilà un petit peu le scénario de la rencontre. J'ai envie de dire, on doit rentrer dans cette rencontre-là. Si je reste positif, on marque directement, on se facilite la tâche. L'Ajax va essayer de prendre un petit peu le jeu à son compte. On va les laisser jouer et c'est nous qu'on va leur mettre des transitions. Et on va enchaîner 1, 2, 3, voilà, je sais pas combien de buts. Voilà pour mon scénario, les clés du match. Et maintenant le pronostic. Alors je vais t'en donner qu'un seul. Je vais dire 3-1. Voilà, t'étais parti sur ça tout à l'heure, 3-1, 4-1. Je vais dire 3-1. Ouais. Voilà, je respecte un peu ce club-là de l'Ajax, parce que c'est un club que j'aime bien. C'est un club que j'aime bien dans l'Europe, un club légendaire, voilà, comme le Real, comme ces clubs-là. Il fait partie du top 5, j'ai envie de dire, dans les tops des clubs mondiaux, je dirais. Il y a le Real, il y a le Bayern, il y a Barça, il y a l'AC Milan et il y a l'Ajax, je dirais. Tu vois, après, il y en a d'autres, hein, je pourrais dire l'Inter, la Juve, d'autres clubs derrière, mais je les mets dans le top 5, pourquoi pas. Ouais, c'est un club qui a compté dans les périodes des années 70, les périodes des années 90 et même les années 2000, 2010, 2020, c'était pas mal. Ils ont fait quelques petites percées en Europe, mais c'était pas autant intense que les années 70, bien sûr, où ils gagnent combien 3 Champions League d'affilée, je crois. Ouais, 72, 73. Sous l'ère Cruyff, avec la bataille entre Cruyff et comment il s'appelait le défenseur, le grand défenseur, Beckenbauer.
et Beckenbauer. Oui, Franz, La ouais. bataille entre les deux. Bah, Beckenbauer, on l'a eu en coach, pour te dire. On l'a eu en coach dans les années 90. Ça n'a pas matché, il a été viré au bout de quelques mois. Voilà mon pronostic. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour les supporters ajaxites qui passeraient par là, ou marseillais, ou ceux qui nous regarderont? Qu'est-ce que tu as à dire? Eh ben, mon petit mot, bah, déjà, merci beaucoup Seb de m'avoir invité, c'est super sympa. J'espère Merci. avoir donné une analyse un petit peu détaillée qui a permis à tout le monde d'y voir un peu plus clair sur cette équipe de l'Ajax qui est connue en Europe mais qui n'est pas forcément la plus regardée en France parce que championnat un peu moins prisé par les Français que le top 5. J'espère avoir donné une idée un peu claire. En tout cas, moi, c'était un plaisir. J'envoie du coup encore une fois plein de gros bisous à toute la communauté française de l'Ajax, aux gars à qui je parle tous les jours et qui font que j'adore mon club, que j'aime mon club à ce point-là. Même si je suis pas très optimiste pour ce match-là, je reste optimiste pour la saison et pour la suite parce que on a un club merveilleux et une super formation. C'est bien dommage d'ailleurs que quand on voit l'équipe qui va jouer en Youth League, elle soit pas elle n'est pas le même niveau, enfin que l'équipe A soit pas au niveau de cette équipe de Youth League parce on a de très très bons joueurs dans nos jeunes. Mais ouais, et merci aux supporters marseillais parce qu'à chaque fois que je viens parler, que ce soit pour le transfert de Rouli, quand il y a eu la rumeur Carlos Forbes, quand il y a eu Ah oui. le Ajax Marseille il y a 2 ans, c'était avec des supporters marseillais que j'avais parlé aussi. Donc c'est souvent eux qui viennent me donner la parole. Il y a une grosse communauté marseillaise qui permet au football de supporters et à tout l'intérêt qu'a le football en France et en Europe et dans le monde de manière générale de prendre de l'importance. Donc c'est super votre taf. Merci à tous, merci à l'attention que vous prêtez et j'espère vous avoir aidé pour y voir un peu plus clair. Bah, je te remercie. Non, ça a été très sympa. C'était très sympa. Merci d'avoir répondu favorablement et positivement à mon invitation. Donc, on se reverra peut-être en quart de finale, en demi-finale, en finale, pourquoi pas, à Ajax-OM, du côté de la Puskás Arena. Voilà, comme tu le dis, il y a eu des joueurs qu'on a visés dans le passé, des joueurs qu'on a recrutés avec Rouli, avec, tu m'as dit Carlos Forbes, qu'on retrouvera, pourquoi pas, dans un match. Et oui, contre Bruges. Et oui, parce qu'on va jouer Bruges. Je voulais jouer, vous, déjà? Je m'en rappelle plus. Non, vous voulez jouer pas? Oula, tu me mets le doute. Tu me mets le doute, je ne crois pas, mais ça se trouve, oui. Les gens vont se dire, mais en fait, il ne suit pas son club, ce mec, c'est un tocard, mais je ne crois pas. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, nous, on les affronte et on en parlera quand on fera l'avant-match avec l'invité, le supporter de Bruges, et vous le connaissez. Vous le connaissez tous, puisqu'on l'a déjà vu sur la chaîne. Je te remercie encore une fois. Je vais t'enlever, pas du Discord, mais de ce live-là, parce que je vais faire ma petite finition de la vidéo et on se retrouvera peut-être après la rencontre pour parler tranquillement ici ou là, donc en privé. Je te souhaite passer une bonne soirée. Merci pour ton passage. Et puis voilà, allez l'OM. Et toi, tu peux dire ce que tu veux. Vas-y. Ah bah Weiser Ajax, allez l'Ajax en espérant accrocher quelque chose et bonne chance à Marseille et j'espère une super ambiance même si c'est pas la nôtre que ça envoie du lourd parce que c'est pour ça qu'on regarde les matchs de foot quand même. Ok, bah je te remercie. Allez, bonne soirée à toi et allez l'OM. Ciao ciao ciao. Alors, tu es toujours là, tu peux partir du Discord, je t'enverrai un message en privé, mon cher Raph. Et je change d'écran pour terminer tout seul. Voilà les amis, j'ai essayé de faire moins d'1 heure, j'ai pas réussi, 1h07 exactement, mais c'est pas bien grave. On a passé un bon moment, j'ai passé un super moment avec Raph et j'espère qu'on vous a renseigné sur la situation du club de l'Ajax. Sur l'OM, on va pas débattre sur la situation de l'OM, on la connaît tous, c'est pour ça que je m'étends pas totalement sur l'Olympique de Marseille. On sait très bien la situation actuelle, c'est qu'on a enchaîné une belle semaine avec 2 victoires contre Paris, contre Strasbourg et la 3e, pourquoi pas? On dit jamais 203. Donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée, un excellent lundi pour ceux qui regarderont demain en différé et mardi, pourquoi pas, avant la rencontre. N'hésitez pas à donner une force maximale à cette vidéo-là avec des likes, des dislikes, des commentaires, des partages, des abonnements, des switches avec le boost ici et là. N'hésitez pas à donner de la force à la chaîne. On n'est pas loin des 23 000. Pourquoi pas avant la fin du mois de... Allez, on est en octobre, mois de novembre. Allez, pourquoi pas? Et on y va, let's go, en route pour les 25 000. Vive le foot chez Sebache Foot. Et surtout quoi? Allez l'OM! Et ciao ciao ciao!